Normalement, avec 5 participants. معليش بعد يجيبوا شوفي معنا مع حكينا. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Envoyez un message s'il vous plaît si vous m'entendez. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Envoyez un message s'il vous plaît si vous m'entendez. Oui, madame. Oui, madame. Très bien, d'accord. Donc, on commence le cours de la physiopathologie de l'hémostase primaire. Vous pouvez vous poser vos questions et je répondrai aux questions à la fin de la présentation. Donc, je présente les objectifs. Donc, les objectifs de ce cours est de définir l'hémostase primaire et avoir des connaissances sur la physiologie de l'hémostase primaire, décrire les mécanismes physiopathologiques des anomalies vasculaires, plaquettaires et du facteur de Willebrand, et énumérer les conséquences cliniques et biologiques de ces troubles de l'hémostase primaire, ainsi Le son est coupé. Monsieur. Monsieur, madame. Monsieur.
Monsieur, on vous entend pas. Je m'excuse, il n'y a pas de son. On vous entend pas, monsieur. Activez, monsieur, votre micro, on vous entend pas. Excusez-moi, docteur, il n'y a pas de son. Est-ce que vous m'écoutez maintenant? Est-ce que vous entendez? Non, rien. D'accord. Oui, madame, maintenant, on vous entend. Je نكتب لهم il y a un problème technique. أنا قلت لهم ما كان rien. Est-ce que vous m'entendez? Ah, vous vous entendez, très bien. Parfait. Ok, merci. Je peux reprendre après les 40 minutes parce que... Parfait. Donc, on commence. Donc, je reprends dès le début. Donc, je reprends. Donc, en introduction, c'est quoi l'hémostase primaire? L'hémostase primaire, c'est... L'hémostase primaire est la première étape d'urgence du contrôle hémorragique. C'est la première étape d'urgence. Correspond à l'ensemble des mécanismes physiologiques qui conduisent à l'obturation initiale. Donc, c'est une obturation initiale, parce qu'après vient une autre obturation qui se fait par la coagulation de la brèche vasculaire et aux premières étapes de sa réparation.
par la constitution d'un thrombus blanc. Ce thrombus, dû à l'agrégation plaquettaire, on appelle le thrombus blanc. Donc, il faut savoir que les troubles de l'hémostase peuvent être constitutionnels ou bien acquis. Donc, on va faire un rappel physiologique. C'est quoi l'hémostase? L'hémostase est l'ensemble des mécanismes qui concourent à maintenir le sang à l'état fluide à l'intérieur des vaisseaux. Qu'est-ce que ça veut dire? À la fois, ça permet d'arrêter les hémorragies, il ne faut pas qu'il y ait des hémorragies, et en même temps, il ne faut pas avoir des thromboses, empêcher la formation de thromboses à l'intérieur des vaisseaux. C'est ça l'hémostase. Et on distingue 3 temps au niveau de l'hémostase. Il y a l'hémostase primaire, la coagulation et la fibrinolyse. Donc, lorsqu'il y a une brèche, maintenant vous entendez, hein? Je continue la présentation du cours. Oui, madame. Parfait. Donc, on continue. Donc, il y a une brèche vasculaire. Donc là, vous voyez, il y a une brèche vasculaire. Le premier temps, c'est le temps de l'hémostase primaire. Ça permet la formation d'un thrombus blanc. C'est la formation initiale, elle est précoce, mais il est caractérisé, il est friable, ce thrombus blanc formé par l'agrégation plaquettaire. Survient dans un second temps la coagulation par la formation d'un thrombus fibrinoplaquettaire qui est beaucoup plus solide et qui permet aussi l'obturation de la brèche vasculaire et ainsi arrêter le saignement. Et dans un troisième temps survient la fibrinolyse. Cette fibrinolyse permet la dissolution du caillot. Donc, vous voyez la dissolution du caillot et la reperméabilisation du vaisseau. Alors, l'hémostase primaire met en œuvre une barrière hémostatique d'urgence. Donc, c'est la première étape. Par la constitution d'un clou plaquettaire ou bien thrombus blanc venant obturer la brèche vasculaire. Ses caractéristiques sont la rapidité de sa génération et aussi sa fragilité. Donc, en fait, il est fragile. C'est pour ça qu'il est rapidement consolidé par la coagulation, par le thrombus fibrinoplaquettaire qui survient lors de la phase de la coagulation. Voilà. Il est secondairement consolidé par la mise en œuvre du processus de la coagulation. 4 acteurs principaux dominent la phase de l'hémostase primaire. Il y a les composants de la paroi vasculaire, les plaquettes et 2 protéines plasmatiques qui sont le fibrinogène et le facteur de Willebrand. Donc, il faut savoir que c'est vrai, le fibrinogène, il survient lors de la phase de la coagulation par la formation du thrombus fibrinoplaquettaire, mais aussi il survient dans l'hémostase primaire parce que c'est un cofacteur pour l'agrégation plaquettaire. C'est pour ça qu'on l'introduit ici comme un élément de l'hémostase primaire. De même pour le facteur de Willebrand parce que ça permet l'agrégation plaquettaire. Donc, les étapes de l'hémostase primaire sont, donc, dans un premier temps, la vasoconstriction. Dans un deuxième temps, vient l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium, puis l'activation et la sécrétion plaquettaire, et ensuite l'agrégation des plaquettes entre elles aboutissant à un clou plaquettaire, ou bien le thrombus blanc. Vous voyez là l'image. Donc, on a une vasoconstriction. Donc, vasoconstriction, il y a une réduction. Si j'ai une brèche au niveau vasculaire, il y aura une réduction du diamètre de ce vaisseau-là. Une vasoconstriction, les berges se rapprochent d'elles. Et après, là, vous voyez les plaquettes, elles viennent s'agréger. Donc, il y aura une activation de l'agrégation plaquettaire. Donc, les différentes étapes de l'hémostase primaire, je répète. Donc, il y a la première étape de la vasoconstriction, l'adhésion des plaquettes au sous-endothélium. Elles viennent s'aplatir contre l'endothélium. Activation et sécrétion des plaquettes. Ça, c'est le rôle, entre autres, des cellules endothéliales. Et l'agrégation des plaquettes entre elles, aboutissant à un clou plaquettaire. Donc, maintenant, on entre dans la physiopathologie des troubles de l'hémostase primaire. Donc, on va parler des causes et des mécanismes.
Donc, on a dit que les troubles d'hémostase primaire peuvent être constitutionnels lorsque le patient naît avec ce problème-là dès la naissance. Donc, il est constitutionnel ou bien il peut être acquis. Donc, on va aborder d'abord les troubles de l'hémostase constitutionnels. Donc, ces troubles de l'hémostase peuvent être dus à une thrombopathie, c'est-à-dire que les plaquettes sont en nombre normal, mais donc, on va commencer par les thrombopénies d'abord. Après, on va aborder les thrombopathies. Donc, les thrombopénies, c'est-à-dire que les plaquettes, il y a une diminution du nombre de plaquettes. Donc, à l'état normal, le nombre de plaquettes doit être supérieur à 150 000. Mais s'il est inférieur à 150 000, là, on parle de thrombopénie. Elle est constitutionnelle lorsque le patient il naît avec ce problème-là. Et là, il y a différentes maladies, donc soit des syndromes, des regroupements syndromiques, soit une thrombopénie isolée. Et en fonction de l'aspect des plaquettes, elles peuvent être soit des microplaquettes, donc elles sont de diamètre très petit, ou bien des normoplaquettes, ou bien des macroplaquettes. Lorsque je vois les plaquettes par microscope, je vais voir que donc elles sont géantes, quoi. Donc des macroplaquettes. Et là, c'est les étiologies, si c'est une thrombopénie isolée ou bien si c'est une thrombopénie associée à un syndrome. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs problèmes associés pour un syndrome. Ça, c'est pour les thrombopénies constitutionnelles. Comme il peut y avoir un problème de thrombopathie constitutionnelle, donc les principales thrombopathies constitutionnelles, lorsqu'il y a des anomalies d'adhésion plaquettaire, on parle, là, c'est le syndrome de Jean-Bernard Soulier. Les anomalies d'agrégation plaquettaire, la thrombasténie de Glanzmann ou bien le déficit en GP de B3A. Les anomalies de la signalisation, lorsqu'il y a un problème de signalisation, ce qui va empêcher l'agrégation plaquettaire pour la formation du thrombus blanc. Donc, exemple, le déficit en cyclooxygénase ou bien le déficit en thromboxane synthétase. Lorsqu'il y a des anomalies de la sécrétion plaquettaire, les anomalies, donc par exemple le syndrome des plaquettes grises, ou bien des anomalies de la fonction plaquettaire, le syndrome de Scott. Mais là, vous voyez que parfois, c'est des anomalies associées. J'ai à la fois un problème de thrombopathie associé à un problème de thrombopénie. C'est l'exemple du syndrome de Soulier, par exemple, qu'on a abordé aussi dans le cadre des anomalies d'adhésion. Donc, à la fois, il y a une thrombopénie, dont le syndrome de Bernard Soulier, en plus des anomalies de thrombopathie, qui sont constitutionnelles, bien sûr. Donc, deuxième problème, donc, ou bien troisième problème, c'est le déficit en facteur de Willebrand est le plus fréquent des déficits en facteurs intervenant dans l'hémostase. Le déficit en facteur de von Willebrand entraîne une anomalie de l'adhésion et de l'agrégation plaquettaire dans la microcirculation. Donc là, si je fais un test en in vitro, donc un test avec des forces de cisaillement élevées, c'est un test in vitro pour le diagnostic d'un déficit en facteur de von Willebrand pour le diagnostic des troubles de l'hémostase. Donc, toujours dans les déficits en facteur de von Willebrand, ce trouble de l'hémostase primaire peut donc être associé à un trouble de la coagulation, oui, parce que le facteur de von Willebrand, il intervient aussi par les facteurs de la coagulation parce qu'il agit avec le facteur 8. C'est un porteur du facteur 8. Il existe plusieurs types de maladies de von Willebrand. Donc, il y a le type 1 qui est un déficit quantitatif partiel en facteur de Willebrand. Le type 3, c'est un déficit quantitatif total. Et le type 2, c'est un déficit qualitatif en facteur de Willebrand. Ça, c'est les différents types de la maladie de Willebrand, suite à un déficit en facteur de Willebrand. Donc, on a parlé des troubles de l'hémostase primaire constitutionnels. Donc, maintenant, on parle des troubles de l'hémostase primaire qui sont acquis. Donc, suite à une maladie quelconque, le patient va acquérir un problème de l'hémostase primaire. Là, lors d'une prise de médicaments, donc la prise d'aspirine ou bien d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, la prise de certains antibiotiques ou bien d'antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, des médicaments qu'on appelle donc des inhibiteurs calciques ou bien des bêta-bloquants peuvent être à l'origine de troubles d'hémostase primaire par une thrombopathie
anomalies de l'agrégation plaquettaire qui sont réversibles après l'arrêt du traitement. Ça, c'est les causes médicamenteuses. Après, on va parler aussi des thrombopathies acquises. C'est-à-dire, le malade, il était sain jusqu'à ce que, lorsqu'il fasse, par exemple, une insuffisance rénale, il va avoir des problèmes de thrombopathie. Donc, l'hémostase n'est pas bonne qu'avant son problème d'insuffisance rénale. Donc, les malades en insuffisance rénale, les malades Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, madame. D'accord. On termine donc le cours. D'accord. Merci. Donc, on parlait des thrombopathies. Donc, les thrombopathies acquises, donc, lors d'un problème d'hémopathie, ou bien un problème d'insuffisance rénale, ou bien un problème d'insuffisance hépatique, le patient va présenter un problème des thrombopathies, soit anomalie de l'adhésion ou bien de l'agrégation plaquettaire. Même le taux de plaquettes, il est normal si je fais une FNS, mais il y a un problème de l'hémostase primaire, j'aurai un temps de saignement allongé. Et là, c'est une thrombopathie acquise secondaire à ces problèmes-là, soit une hémopathie ou bien une insuffisance rénale ou hépatique. Donc, les formes acquises aussi de la maladie de Willebrand. Les formes acquises de la maladie de Willebrand peuvent se voir en cas d'hémopathie, en cas de cancer solide, en cas de maladie auto-immune, en cas d'hypothyroïdie ou bien certaines valvulopathies telles que le rétrécissement aortique. Là, chez des malades qui peuvent présenter une maladie de Willebrand mais qui est acquise. Donc, les conséquences, c'est les conséquences cliniques et biologiques. On va voir. Cliniques, parce que ces pathologies se manifesteront par des saignements. Ces saignements vont s'exprimer
ركديني يا ماما، ركديني ركديني أكثر من يركض. يعني حيت قفلت لي طاقة. هاكي دارت لي أقرايها في بلايصتي، ربي يسترك. يعني جوستومون أي قد تروح وتجي الكونيكسيون تاعها في حالة بروف معاناة. مهم كل واحد حابة نرقد والله، حابة نرقد. وين مازال يكون واحد آخر؟ ساعتين ونص يبدأ. مازال تهدر في النهار. Il n'y a pas de son, madame. Ça va, vous m'entendez maintenant? Il est réactivé le micro. C'est bon? Oui, madame. Donc, on parlait de l'expression clinique des troubles de l'hémostase, vous l'avez vu. Donc, je termine par l'expression. D'accord. Je répète par les conséquences. Hein. Donc, les conséquences, on parlait des conséquences cliniques. Donc, des conséquences cliniques, se manifestent principalement par des saignements cutaneo-muqueux, ORL ou bien gynécologiques, digestifs aussi. Ces saignements peuvent survenir soit de façon spontanée ou bien suite à une chute ou bien suite à une intervention chirurgicale telle qu'une amygdalectomie ou bien une avulsion dentaire. Là, vous voyez des signes cutanéeux, donc cutanés tels que pétichie ou bien des purpura au niveau de la peau. Là, vous voyez la muqueuse buccale suite à une intervention ORL ou bien suite à une dentaire, hémorragie en intrabuccale. Vous voyez là l'épistaxis. Il peut y avoir des ménorrhagies ou bien de l'hémorragie du postpartum qui est importante. Là, vous voyez aussi des ecchymoses au niveau de la peau. Là, en post-opératoire, des saignements au niveau de point de ponction, bien des saignements au niveau de la plaie. Donc, sur le plan biologique, donc, on va faire une FNS, donc la numération plaquettaire, qui va rechercher une thrombopénie. Donc, le temps de saignement, l'allongement du temps de saignement en cas de prise médicamenteuse, telle que les antiagrégants plaquettaires. Le TS aussi peut être allongé en cas de thrombopénie sévère lorsque le taux de plaquettes est inférieur à 80 000. S'il y a une thrombopathie, telle qu'une anomalie qualitative ou bien fonctionnelle, lors d'une maladie de Willebrand, anomalie de la paroi vasculaire, purpura, pétichie, hémorragie cutanée. Donc, lors d'une anémie sévère, l'anémie aussi peut être à l'origine d'un allongement du TS. Étude des fonctions plaquettaires pour le diagnostic des thrombopathies. L'étude du facteur de von Willebrand en cas de maladie de Willebrand. Donc, on a parlé qu'il y a 3 types de maladies de Willebrand. Le type 1, lorsqu'il y a un déficit quantitatif qui est partiel. Le type 3, lorsque c'est un déficit quantitatif total. Et le type 2, lorsque c'est un déficit qualitatif. Et là, par l'étude des antigènes et l'activité du facteur de von Willebrand.
Si je vois le von Willebrand antigène, ce test mesure la quantité des protéines de facteur de von Willebrand présentes dans le sang. Et pour l'activité du facteur de von Willebrand, donc le cofacteur, ce test détermine la protéine fonctionne correctement ou non. Donc ça permet de distinguer un problème quantitatif ou bien qualitatif du facteur de von Willebrand. Voilà. Donc le cours est terminé des troubles de l'hémostase primaire. J'attends vos questions, s'il vous plaît. Posez vos questions, envoyez des messages. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Posez une question. La dernière partie. Donc là, pour le facteur de von Willebrand, les types, d'accord. On a parlé des types de maladies de Willebrand. Donc, je vais voir la diapo, je reviens sur la diapo. Donc là, pour les déficits en facteur de von Willebrand, il existe plusieurs types de maladies de von Willebrand. Il y a le type 1, qui est un déficit quantitatif partiel, lorsque le type 3 a un déficit quantitatif total, ou bien le type 2 un déficit qualitatif. Là, comment je vais faire la part des choses entre un déficit qualitatif, donc la qualité du facteur, il est présent en quantité normale, mais c'est la qualité qui n'assure pas une hémostase correcte, et par la quantité. Là, ça se fait soit par l'antigène facteur de Willebrand, donc ça, facteur de von Willebrand antigène. Ce test mesure la quantité des protéines du facteur de von Willebrand présent dans le sang. Donc, un problème dans le test antigène permet de déceler un problème quantitatif. Et pour l'activité du facteur von Willebrand, ce test détermine la protéine, est-ce qu'elle fonctionne correctement ou non. Ça, c'est un problème qualitatif si le problème se pose dans l'activité. Donc, c'est ça les tests biologiques qui permettent de distinguer est-ce que c'est un problème quantitatif ou bien qualitatif. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que c'est clair? J'ai répondu à votre question. Oui, l'insuffisance rénale provoque des problèmes de l'hémostase primaire parce qu'il y a une thrombopathie, c'est-à-dire par l'augmentation de l'urée sanguine, donc l'insuffisance rénale, il y a une augmentation de l'urée. Parmi l'hémostase primaire est assurée, donc les problèmes de l'hémostase primaire, soit on a une thrombopénie, donc le taux de plaquettes diminue, ou bien une thrombopathie. Et vous avez vu que dans le rappel physiologique, il y a des sécrétions d'agrégation plaquettaire, et il y a de l'adhésion plaquettaire pour formation du thrombus blanc, l'agrégat plaquettaire. Et là, par l'augmentation de l'urée, ça va retentir sur le fonctionnement des plaquettes. Donc, il y aura une thrombopathie secondaire à cette insuffisance rénale aiguë, cette insuffisance rénale. Donc, pour l'hémostase, il y a l'hémostase, donc de façon schématique, ça c'est pour expliquer à titre pédagogique, on partage l'hémostase en hémostase primaire, puis l'hémostase, la coagulation et la fibrinolyse. Secondairement interviennent la coagulation et la fibrinolyse, ça c'est pour l'hémostase. D'accord. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine. Donc aussi, c'est des médicaments qui interviennent au niveau du système nerveux central, c'est des médicaments utilisés et qui peuvent aussi retentir sur la qualité des plaquettes. Donc, sur le fonctionnement des plaquettes, non pas sur le... Donc, je répète aussi pour les derniers tests. Donc, pour les derniers tests, les étapes de l'hémostase. D'accord. Pour les derniers tests, je répète là le facteur de von Willebrand antigène ou bien l'activité du facteur de von Willebrand. Lorsque le test de l'antigène permet de mesure quantitative, je vais mesurer la quantité du facteur de von Willebrand et je vais parler soit d'un problème quantitatif, soit partiel ou bien total. Pour l'activité du facteur de von Willebrand, c'est la protéine qui ne fonctionne pas correctement. Donc, c'est un défaut qualitatif. Voilà, il y a deux tests à faire. Soit l'antigène ou bien l'activité ou bien qu'on appelle aussi cofacteur
de la restocétine. Donc, lors d'une insuffisance hépatique aussi, elle intervient par thrombopathie et par thrombopénie aussi, parce que c'est vrai, il y a la coagulation, parce que les facteurs de la coagulation, mais aussi l'insuffisance hépatique retentit sur le nombre et la fonction des plaquettes. C'est pour ça qu'elle intervient par des problèmes de l'hémostase primaire. Alors, l'insuffisance rénale, lors d'une insuffisance rénale, il y a une augmentation de l'urée qui sera à l'origine d'une thrombopathie. Même, je vais trouver un nombre de plaquettes qui est normal, mais il y aura une anomalie de la fonction plaquettaire, et ce qui va expliquer les troubles de l'hémostase primaire. Alors, en fait, c'est compliqué. Donc là, je reviens sur la diapo pour la sécrétion plaquettaire. Donc, dans le rappel physiologique, donc au niveau de l'endothélium vasculaire, donc pour qu'il y ait ce thrombus blanc, il y a des sécrétions enzymatiques qui vont favoriser le fonctionnement des plaquettes, donc qui va favoriser l'adhésion des plaquettes avec les cellules endothéliales, donc l'activation et la sécrétion plaquettaire, l'agrégation des plaquettes entre elles aboutissant au clou plaquettaire. D'accord, sécrétion d'enzymes qui vont favoriser tout ça, donc au niveau des cellules endothéliales. Donc ça, c'est un examen biologique pour le cofacteur de la restocétine pour une étude qualitative du